Bonjour et bienvenue à ce troisième atelier webinaire de formation d'animateurs et animatrices d'ateliers de sensibilisation à la maltraitance envers les personnes aînées. Alors aujourd'hui, le sujet de ce troisième webinaire est l'abus envers les personnes aînées. Les objectifs de cet atelier webinaire sont dans un premier temps, de définir ce qu'est l'abus envers les personnes aînées et savoir le reconnaître. Et dans un deuxième temps, nous vous présenterons les outils de sensibilisation qui ont été développés par la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada et c'est un partenaire, un membre du réseau national. Nous vous présenterons également une série de ressources d'organismes dépliants qui œuvrent dans la maltraitance envers les personnes aînées. Alors, avant d'entamer l'atelier d'aujourd'hui, je vais brièvement vous présenter l'ordre du jour que vous voyez à l'écran. Donc, dans un premier temps, je vais inviter Myriam Romanet, agente de projet à la Fédération, à venir vous présenter la définition de l'abus envers les personnes aînées, vous présenter qui sont les abuseurs et pourquoi, nous parler de pourquoi les aînés sont plus vulnérables à être des victimes de maltraitance. Myriam présentera également le deuxième point. Il s'agit des différents types d'abus que nous retrouverons, des abus de type que vivent les personnes aînées. Ce point 2-là sera suivi d'un extrait. Nous présenterons un extrait d'entrevue effectuée avec Marie Beaulieu, qui est la titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Nous poursuivrons l'atelier au point 3 en vous présentant les outils élaborés par la Fédération des aînés francophones du Canada. Notamment, nous vous présenterons la trousse du jeu L'occasion, c'est le larron. Et nous aurons le plaisir d'inviter pour une courte entrevue M. Gilles Blache, bénévole animateur vivant dans la région de l'Est de l'Ontario, qui viendra nous parler de son expérience d'animation d'ateliers de sensibilisation en utilisant le jeu L'occasion c'est le larron. Nous poursuivrons le point 3 en vous présentant le deuxième outil, qui est la trousse d'animation et d'activités sur l'abus envers les personnes aînées. Dans cette trousse, nous retrouverons plusieurs outils, notamment la pièce de théâtre Trompe-l'œil et les capsules théâtrales vidéo sur la maltraitance envers les aînés. Nous aurons le plaisir également d'entendre un court témoignage de Louis-Charles Tremble, bénévole animateur d'atelier à Edmonton, qui a utilisé beaucoup les capsules pour faire de la sensibilisation dans les communautés. Nous terminerons cet atelier en vous présentant quelques ressources intéressantes pour compléter vos animations d'atelier. Alors voilà le programme d'aujourd'hui. Donc je vais sans plus tarder passer l'animation à Myriam Romanet. Donc voilà. Alors Myriam, Oui, tu as maintenant la parole et le micro. parfait, merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureuse à nouveau de me retrouver parmi vous pour le troisième webinaire. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre, on va plutôt commencer. Donc, je vais aller chercher notre première acétate. Qu'est-ce que l'abus envers les personnes aînées? Je vais vous donner une définition, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. On va voir ensemble qui sont les abuseurs et pourquoi les aînés sont vulnérables. Avant, par exemple, de vous donner une définition, vous allez voir au cours de ce webinaire-ci, comme au cours des lectures que vous allez faire ou encore des ateliers que vous allez présenter, il y a beaucoup d'expressions pour parler des abus envers les personnes aînées.
Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous allez entendre parler des abus envers les personnes aînées. Vous allez aussi entendre parler de la maltraitance. Vous allez entendre parler des mauvais traitements envers les personnes âgées et de négligence envers les personnes âgées. Tout ça ce sont toutes des expressions pour définir l'abus. Donc, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce que l'abus? Bien, l'abus envers les personnes aînées, c'est un crime. Euh, donc, c'est vraiment un acte criminel et puis vous le répéterez jamais assez souvent pendant votre atelier. C'est un crime et il faut emmener les gens à dénoncer cet acte-là. L'Organisation mondiale de la santé, selon elle, la maltraitance, c'est quoi? C'est la maltraitance des personnes âgées, ça consiste en un acte unique ou un acte répété ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Dans cette définition-là, il y a différents mots-clés, hein. Il y a, par exemple, acte unique ou acte répété. Hein, c'est pas parce qu'on le fait uniquement une fois que c'est pas un abus. Il y a aussi le mot ou l'absence d'intervention. Le fait de, quand il y a une négligence, ça aussi, c'est une forme d'abus. Mais en gros, ou plutôt plus simplement, c'est quoi? L'abus envers les aînés, ça comprend tout acte ou toute négligence qui nuise à leur santé ou à leur bien-être. Si on va plus loin, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un crime. Si vous me permettez l'expression, c'est un crime pervers. Pourquoi est-ce que c'est un crime pervers? C'est parce que c'est un crime fréquent et un crime très silencieux. Selon une étude effectuée au Canada, on dit que 4 à 10 des personnes aînées au Canada seraient victimes de maltraitance. C'est beaucoup. C'est aussi beaucoup parce qu'on estime que 80 des cas d'abus ne sont jamais déclarés. Si 80 des cas d'abus sont jamais déclarés, ça nous laisse croire que peut-être que ce 4 à 10 %-là est peut-être sous-estimé. Les études aussi sur la maltraitance des personnes aînées nous révèlent que la plupart des situations de maltraitance ont lieu chez la victime, à son domicile. Ça veut dire que ça implique un membre de sa famille. Donc, on comprend très bien le fait que plusieurs cas d'abus sont jamais déclarés. C'est très difficile d'accuser ou de dénoncer quelqu'un qu'on aime. C'est difficile de dénoncer un parent, un ami, un enfant. Qui sont les abuseurs? Bon, les abuseurs, il s'agit de vous, il s'agit de moi. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui pourrait être abuseur. Hein. C'est pas écrit sur le front. Ce qu'on sait, par contre, c'est que souvent les victimes d'abus connaissent, la plupart du temps, ils connaissent la personne qui les maltraite. Hein. Il s'agit souvent d'un membre de la famille. Il s'agit souvent d'un proche, d'un ami, d'un voisin, d'un enfant, ou même une personne qui s'occupe de ses besoins fondamentaux. Ça peut être, par exemple, un aidant qui vient à la maison. Ça peut être aussi un infirmier à l'hôpital ou dans un centre de soins de longue durée ou un centre de personnes âgées. Donc, ce que l'on sait, là, c'est que souvent la victime connaît son abuseur. Pourquoi les aînés sont vulnérables? Avant de répondre à cette question, j'aimerais tout simplement dire que tout le monde, un jour, hein, peut être victime de maltraitance. Hein. Peu importe l'âge de la personne, peu importe son sexe, peu importe sa situation socio-économique, peu importe son niveau d'études, tout le monde, un jour, peut être victime. Mais on s'est rendu compte que très souvent, les personnes âgées sont plus à risque que les autres. Pourquoi est-ce que cette population est plus à risque? C'est qu'il y a beaucoup plus de facteurs à risque de maltraitance qu'on retrouve chez les personnes âgées. Qu'est-ce que je veux dire? Quels sont ces risques-là? Il y a par exemple l'état de santé mentale ou physique de la victime qui peut influencer sa sécurité. Je vous donne un exemple. Chez les personnes âgées, souvent, on retrouve beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. Ils ont mal aux jambes ou ils marchent un peu plus lentement. Ou encore, certaines personnes âgées ont des problèmes cognitifs, certaines ont la maladie d'Alzheimer. Ça fait des personnes beaucoup plus vulnérables.
On retrouve aussi un autre facteur à risque qui est l'état de dépendance, souvent financière, entre la victime et un agresseur. Un autre facteur à risque, c'est le sexe de la personne. C'est sûr qu'un homme est aussi à risque d'être victime de maltraitance, mais dans certaines générations ou encore dans certaines cultures, la femme a un statut social inférieur, ce qui fait qu'elle devient rapidement vulnérable. Il y a aussi un autre facteur à risque qui sont les antécédents de violence familiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple un enfant qui aurait été victime de maltraitance étant jeune, en devenant adulte, va peut-être reproduire ce qu'il a vécu. Donc, va peut-être se venger vers son parent ou va peut-être reproduire ça avec ses beaux-parents. Ça peut arriver, c'est des cas qui ont été vus. Il y a aussi une autre chose que j'aimerais vous souligner, c'est que les personnes aidantes naturelles, par exemple, qui sont souvent des membres de la famille, hein, qui aident les personnes aînées, vivent beaucoup d'isolement social. Elles sont souvent seules, elles ont très peu de répit, elles ont très peu de soutien social. Ça met, disons, c'est un environnement très propice à créer de l'abus, mais c'est souvent de l'abus, c'est de l'abus involontaire, c'est par fatigue ou parce qu'elles sont seules, elles vont sans vouloir agir, abuser ou négliger la personne âgée qui vit avec elles. Il y a un très beau vidéo, une très belle capsule vidéo qui a été faite par la Fédération des aînés qui vous parle de cette forme de négligence-là. Avant d'aller plus loin, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions avec les différentes, avec la définition de ce qu'est la maltraitance? Est-ce que tout va bien? Je crois que ça va bien, oui. Oui pour Madame Schmidt, oui pour Madame Trojani. Ça va bien pour Madame Côté? Oui, vous avez une question, Madame Côté? Madame Côté, je viens d'activer votre micro. Je ne sais pas s'il fonctionne aujourd'hui. Peut-être utiliser la zone de clavardage, Madame Côté, si le micro ne fonctionne pas. Oh. Madame Côté nous a quittés. Ce que je vais faire, je vais continuer. Donc, on va voir ensemble, on va aller au point 2. Et le point 2, ça nous emmène justement à vous donner quelques informations sur les types d'abus. On va passer au travers des 8 types d'abus qui existent. Je vais y aller de façon quand même générale. Je vais vous donner l'information sur qu'est-ce que c'est. Je vais vous donner quelques exemples, mais je vais aller de façon générale parce que vous allez trouver toute cette information-là dans la trousse d'animation et d'activités que la Fédération a mis en place. Donc, n'hésitez pas là d'aller chercher toutes les informations que vous retrouvez dans les différents outils qui sont mis à votre disposition. Donc, comme je vous disais, il existe 8 différents types d'abus. Il y en a 3, par contre, qui sont plus courants que les autres, hein, qui arrivent beaucoup plus fréquemment. Donc, le premier, c'est la violence physique, la violence psychologique et émotive, et aussi l'exploitation financière ou l'abus financier. Donc, qu'est-ce que la violence physique? La violence physique, c'est tout acte intentionnel ayant recours à la force physique qui entraîne ou qui risque d'entraîner des blessures ou des douleurs corporelles. Mais c'est aussi l'usage de menaces, donc menacer quelqu'un d'utiliser la force physique. Ça peut être une forme de violence physique. C'est la forme d'abus, c'est le type d'abus qui laisse le plus de traces, qui est plus facile à voir. Pourquoi? Bien, souvent, vous allez voir que la personne aînée va, par exemple, avoir des bleus, des ecchymoses, des brûlures. Peut-être aussi que vous allez voir que sa prothèse dentaire ou ses lunettes sont brisées.
Et quand vous allez parler avec elle, vous allez voir qu'il y a une certaine incohérence entre la blessure et l'explication qu'elle donne. Euh, c'est un type de violence, un type d'abus que l'on voit très, très, très souvent. Un autre type d'abus, c'est la violence psychologique et la violence émotive. Donc, quel est l'objectif de ce type de violence-là? L'objectif, c'est le contrôle, hein, d'avoir un contrôle sur la personne pour susciter certains sentiments négatifs. Par exemple, susciter la peur, susciter l'insécurité ou encore la culpabilité de la personne aînée. On peut utiliser des mots, on peut utiliser des actes. Par exemple, si je vous donne un exemple de violence psychologique ou émotive, ça arrive fréquemment de voir des personnes âgées qui, par exemple, s'occupent ou prennent soin de leurs petits-enfants. Et c'est agréable, hein, cette relation intergénérationnelle. Donc, ce qui pourrait arriver, c'est par exemple un enfant qui dit si tu ne gardes pas mon enfant tel jour, telle journée, bien tu ne le garderas plus jamais, puis tu ne verras plus jamais ton enfant. C'est une forme de violence émotive, hein. La personne aînée va tout faire pour se rendre disponible à ce moment-là pour s'occuper de son petit enfant, parce qu'il ne veut surtout pas être abandonné, il ne veut surtout pas plus avoir la chance de le voir. Un autre un autre exemple de violence psychologique et émotive, c'est menacer de l'abandon. Par exemple, si tu ne fais pas ça, je te place en centre de personnes âgées. Donc, c'est une forme de violence qui est faite, qui est souvent utilisée. Le troisième abus le plus courant, c'est l'exploitation financière ou l'abus financier. Qu'est-ce que c'est? C'est l'exploitation. Qu'est-ce que c'est l'exploitation financière? C'est par exemple l'usage à mauvais escient de l'argent ou des biens d'une personne aînée. C'est fait souvent par un parent ou par une personne, par un proche, hein. Ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants. Quels sont les signes? Comment on peut se rendre compte qu'une personne aînée subit ce genre d'exploitation-là? Par exemple, des disparitions d'objets dans sa maison, hein, des petits vols. Ça peut être aussi, vous vous rendez compte que la personne aînée vit au-dessous de ses moyens. Elle semble avoir plus d'argent, mais elle vit de façon beaucoup, beaucoup plus pauvre, en dessous de ses moyens, justement. Ou encore, elle pourrait ne plus être capable de payer ses comptes. Elle pourrait perdre sa maison. Donc, c'est tous des signes qui donnent une piste que cette personne-là subit peut-être l'exploitation financière. Hein, ça peut être, je vous donne un exemple, par exemple, un petit enfant qui décide de voler la montre de son grand-père. Il la prend et puis il se dit tout simplement, de toute façon, grand-papa, il oublie souvent, il perd souvent la mémoire. J'aurais juste à lui dire qu'il a oublié qu'il l'a perdu. Ou encore peut-être une procuration frauduleuse, un enfant qui amène un parent à signer une procuration qui fait que peu à peu, l'enfant va prendre possession des biens financiers de la personne aînée. Pour cette forme d'abus-là, il y a aussi une capsule vidéo qui a été faite par la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada qui est intéressante à visionner. Est-ce que pour les trois formes d'abus les plus courants, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions avant que je poursuive plus loin? C'est beau pour Madame Trojani. Parfait pour Madame Schmidt. Et Madame Côté? Superbe. Donc, on va continuer avec les 5 autres formes d'abus qui suivent. Donc, il y a la négligence. Avant de vous l'expliquer, j'aimerais vous préciser que la négligence, c'est une forme d'abus qui peut être intentionnelle ou pas, hein. Ça peut être fait sans réellement que l'abuseur s'en rende compte, sans le vouloir. Et qu'est-ce que c'est la négligence? C'est dans le fond, c'est ne pas fournir les soins qui sont essentiels ou toute autre forme d'aide dont une personne a besoin qu'elle ne peut pas faire elle-même. Justement, ce matin, j'écoutais les nouvelles et puis on parlait d'un centre de personnes âgées, un centre au Québec, un centre de luxe. Et on parlait du cas d'une femme aveugle et
végétarienne. Et par exemple, ce qu'on faisait à l'heure du repas, vu qu'elle était végétarienne, si le repas c'était du poulet avec des légumes, on enlevait le poulet, on lui laissait dans l'assiette uniquement les légumes, puis on compensait pas ça avec une autre forme de protéine. Ce qu'on faisait aussi de temps en temps, c'est qu'on laissait la viande là. Donc, même si elle était végétarienne, on lui laissait la viande et puis on se disait tout simplement que, bien, elle est aveugle, elle verra pas, elle voit pas ce qu'elle mange. On va le laisser là. C'est une forme d'abus. Donc, la négligence, ça peut être priver la personne de soins, ça peut être priver la personne d'une nourriture adéquate ou de soins hygiéniques de base, même cesser là, de payer ses comptes. Euh, c'est des fois, c'est dans ce centre de personnes âgées-là, la raison, c'est qu'il n'y avait pas assez d'employés. Donc, ils n'avaient pas le temps de s'occuper des besoins personnels de chacun. Mais ça, c'est une forme de maltraitance, c'est de la négligence. Si on va vers un autre type d'abus, il y aurait l'abus qu'on nomme la violence spirituelle. La violence spirituelle, ça consiste dans le fond à restreindre les pratiques spirituelles ou religieuses, les traditions, les coutumes auxquelles la personne âgée est habituée. Ça comprend aussi l'utilisation de ces coutumes-là, l'utilisation de ces pratiques spirituelles-là pour exploiter la personne âgée, pour la manipuler, pour la dominer. Donc, cette façon d'agir fragilise beaucoup la victime. Il y a une autre forme de violence qu'on voit, c'est la violence relative au droit. Et la violence relative au droit, elle se traduit par des interventions qui visent à empêcher une personne d'exercer un contrôle normal sur sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, par exemple, on ignore ses droits, ses libertés fondamentales, par exemple son droit à la vie privée, son droit d'accès à l'information. Donc, on lui fait subir des traitements qu'elle ne veut peut-être pas, on lui donne des médicaments qu'elle ne veut peut-être pas. On le, on, on l'immobilise sans son consentement. Ça aussi, ça fragilise beaucoup la personne. Peu à peu, ce qui va se passer, c'est qu'elle va développer de l'insécurité. Peu à peu, la personne âgée, la victime, va avoir de la difficulté, par exemple, à prendre des décisions. Elle va passer de l'indépendance à la dépendance. Elle va être très, très fragilisée psychologiquement. Et c'est pas le fait qu'elle vieillit ou qu'elle est malade qu'elle va perdre sa dépendance, son indépendance. C'est vraiment cette forme d'abus-là qui, peu à peu, va la rendre, va l'emmener vers ça, va l'emmener vers cet état-là. Une autre forme qui est quand même très courante, qui est une forme qui est la violence sociale ou l'agisme. Ça semble parfois bénin, hein. C'est une phrase que l'on entend, qui est dite sans vraiment que l'on pense qu'elle peut faire mal, qu'elle peut blesser. Vous avez sûrement déjà été témoin de ce type de violence-là. C'est toute violence, tout préjugé qui a rapport avec l'âge. Je vous donne un exemple. Par exemple, on se retrouve tous ensemble dans un groupe et là, il y a quelqu'un qui dit: «Ah non, lui, il est vieux, il va nous ralentir.» Hein, c'est des fois des phrases que l'on entend. Ou encore, je vous donne un autre exemple. À quoi ça sert de lui montrer comment utiliser Facebook? Il n'utilise pas l'ordinateur, il est trop vieux. C'est des préjugés qui sont souvent mentionnés, qui blessent, qui font mal avec le temps. Hein. La personne peut développer un sentiment de honte ou un sentiment de ne pas être à la hauteur des choses. Dernièrement, j'ai été témoin de cette forme de violence-là, de cette forme d'abus-là, pardon. J'étais à l'hôpital et c'est une infirmière qui parlait à une personne âgée. Et elle n'était pas méchante, l'infirmière. Elle ne voulait pas du mal à la personne âgée. Au contraire, elle voulait l'aider. Mais la façon dont elle parlait
elle infantilisait beaucoup la personne à qui elle s'adressait. Par exemple, elle a dit à la personne âgée, mon bon petit monsieur, après votre petite piqûre, on va vous donner votre petit déjeuner, puis vous allez vous sentir bien. Elle a parlé à cette personne-là comme on parle à un enfant. Elle l'a infantilisé, elle l'a jugé selon son âge. Et aussi, l'agisme, c'est aussi quand une personne, par exemple, crie ou en s'adressant à une personne âgée, parle très très fort parce qu'une personne âgée entend pas ou entend mal. Ce sont tous des préjugés qui s'appellent agisme. La dernière forme d'abus dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'exploitation sexuelle. L'exploitation sexuelle, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est forcer une personne à participer à une activité sexuelle qui n'est pas désirée, qui est peut-être dangereuse ou peut-être dégradante aussi pour elle. Ça inclut aussi le recours, soit la ridiculiser ou tenter de la dénigrer ou contrôler ou limiter sa sexualité. C'est la diminuer dans ses choix puis dans sa dignité. Peu à peu, qu'est-ce qu'on va voir? C'est encore là un sentiment de honte qui peut se développer, ou un repli sur soi, ou encore la personne qui est victime va avoir peur ou son comportement va changer, elle va peut-être devenir violente quand on va essayer de lui administrer, par exemple, les soins d'hygiène ou juste changer ses vêtements. C'est beaucoup, je vous ai parlé de de 8 types d'abus différents, c'est quand même beaucoup. Ça ne veut pas dire que dans le cadre de vos ateliers, vous allez parler de tous ces types-là, tous ces types d'abus-là. Peut-être que vous allez décider d'en choisir quelques-uns. Peut-être vous allez choisir plus l'agisme ou peut-être vous allez parler des 3 types d'abus les plus courants. Vous allez voir aussi au courant du webinaire, il y a plusieurs outils qui vont vous permettre de parler précisément de certains types d'abus ou d'autres en particulier. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des questions? Je suis allée quand même assez rapidement sur les types d'abus. Tout est clair pour Madame Trojani, Madame Côté et Madame Schmidt. Bien, c'est parfait. Écoutez, moi, je vous remercie. Alors, merci beaucoup. En effet, Myriam le mentionnait tout à l'heure, dans les différents outils que la Fédération a développés, on s'est concentré surtout sur l'exploitation financière ou l'abus financier par les proches et aussi sur la négligence involontaire des aidants naturels, des personnes aidantes qu'on appelle, et la négligence dans les résidences de soins pour personnes aînées, dans le cadre de nos petites capsules théâtrales vidéo. Pourquoi ce choix? Bien parce que, par exemple, si on parle d'exploitation financière, c'est vraiment le type de maltraitance la plus commune, la plus répandue et la plus néfaste également, parce qu'elle ne laisse pas nécessairement des traces visibles, mais elle laisse tellement d'autres traces, autant au niveau de la violence psychologique et émotive d'une personne aînée, ou tout le côté là de son de sa vie. Elle devient très vulnérable, la personne qui subit l'exploitation financière par ses proches. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais vous présenter un court extrait d'une entrevue que nous avons effectuée avec Marie Beaulieu. Marie Beaulieu est professeure titulaire à l'école de service social de l'Université de Sherbrooke et elle est chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement du C3S de Sherbrooke également. C'est la titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Le terme maltraitance, je vous dirais que c'est peut-être le terme le plus de la francophonie internationale, qui nous vient probablement plus d'influence européenne. Et la définition qu'on en donne, c'est celle qui a été développée par l'Organisation mondiale de la santé, qui dit il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif
ou une absence d'action appropriée se produit dans une relation dans laquelle il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne âgée. Donc, quand on dit un geste singulier ou répétitif, le mot qu'on entend derrière, c'est de la violence, qui peut se passer une seule fois, c'est déjà trop. Mais quand on parle de répétitif, on reconnaît aussi que c'est souvent dans des dynamiques qui sont installées de longue date. Ensuite, une absence d'action appropriée, c'est le mot négligence qui est derrière. Ça se produit au sein d'une relation qui devrait être basée sur la confiance. Ça veut dire qu'on exclut de facto la criminalité faite par des étrangers, comme une dame âgée qui se promènerait sur la rue, qui se fait voler son sac à main. Pour moi, c'est un crime gratuit, c'est épouvantable, mais on n'est pas dans les mêmes dynamiques que la maltraitance. Et le dernier bout de la définition qui me plaît énormément, c'est que ça cause du tort ou de la détresse chez une personne âgée. Donc, il y a une reconnaissance que bien que ça puisse avoir l'air anodin, ça laisse des traces dans la vie des aînés. Et on a d'ailleurs des résultats de recherche fort intéressants aux États-Unis pour le démontrer. Mon collègue Mark Lash et son équipe ont pris des données qui nous viennent des services de protection des adultes, Adult Protective Services aux États-Unis, qui est une loi qui couvre l'ensemble des États, mais juste pour faire un peu compliqué, qui n'est pas appliquée de la même façon dans une province, dans un État et dans l'autre. Alors, certains endroits, c'est de la déclaration obligatoire, d'autres, ce ne l'est pas. Mais malgré tout, ça existe depuis tellement d'années qu'ils ont des données. Et ils ont été capables de comparer l'état de santé des gens maltraités à la population aînée en général pour se rendre compte que ces gens-là sont beaucoup plus malades. Et ils se sont aussi rendus compte que ces gens-là meurent plus jeunes. Donc, quand on dit maltraitance avec des conséquences à court et moyen et long terme, bien, on peut parler de plus de morbidité, c'est-à-dire les maladies, puis une mortalité plus précoce. Donc, c'est pas banal, la maltraitance. Comme l'a si bien mentionné Anne Beaulieu, la maltraitance a des conséquences importantes sur la santé et la vie des personnes aînées. Je vous invite à prendre connaissance de cet entretien avec Marie Beaulieu. Vous allez trouver cette entrevue dans la trousse d'activités sur la vie que je vais vous présenter plus tard. Vous pouvez également la trouver sur le site YouTube de la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada. Alors, poursuivons maintenant notre atelier webinaire et nous sommes présentement au point 3 de l'atelier. Alors, je vais tout de suite vous présenter la trousse du jeu L'occasion fait le larron. Alors, dans la trousse, c'est une trousse qui est en plastique transparent. Vous avez dans la trousse plusieurs documents, notamment un DVD. Un DVD qui comprend deux jeux. Le jeu L'occasion fait le larron sur la thématique de la fraude envers les personnes aînées. Et un autre jeu, toujours le jeu L'occasion fait le larron, sur la thématique de l'exploitation financière. Alors, puisque aujourd'hui nous traitons d'abus et de maltraitance, je vais davantage me concentrer sur le jeu qui traite d'exploitation financière, mais vous verrez, le matériel est le même dans la trousse. Donc, la trousse comprend plusieurs documents. Pour les personnes qui n'ont pas entre les mains le document, je vais vous le montrer à l'écran. Donc, voici la page couverture de la trousse. Alors, et vous avez également, oui, avant excusez-moi, je saute, j'ai oublié de vous mentionner que avant de vous présenter la trousse, je voulais vous dire que le jeu L'occasion fait le larron, c'est un jeu qui a été développé en 2010, donc ça fait quelques années déjà de ça. C'est un jeu qui avait été développé par un partenaire de la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario. La Farfo avait développé ce jeu virtuel pour animer des ateliers de sensibilisation dans les résidences auprès d'aînés plus âgés et plus vulnérables et parler de la fraude et de l'exploitation financière.
Dans le cadre de notre projet national, la Fédération a repris le jeu et a adapté des outils pour faciliter l'animation du jeu dans les résidences, mais devant d'autres groupes également. Tout à l'heure, M. Blache va nous parler de son expérience d'animation devant les groupes. Il va nous dire comment on utilise là, ces outils d'animation-là. Alors, l'outil en soi, c'est le jeu. Le jeu est disponible et se trouve dans dans le DVD, voilà, dans le petit DVD. Comme je vous disais tout à l'heure, vous retrouvez dans ce DVD-là les deux jeux, mais vous retrouvez également d'autres outils que vous pourrez imprimer pour faciliter votre animation. Tout dépendant, si vous animez le jeu devant un très, très, très grand groupe, vous allez peut-être vouloir remettre à vos participants et participants de l'atelier les questions pour qu'ils puissent les lire et participer là, à l'animation du groupe. Donc, dans le DVD, on retrouve des fiches en noir et blanc, des questions qui peuvent être remises aux participants. On retrouve également des formulaires d'évaluation qui peuvent être imprimés et présentés aux participants après l'atelier. On retrouve également, par exemple, des affiches qui présentent les deux personnages. Je vais y revenir tout à l'heure là quand je vais vous montrer les documents. Alors, allons-y. Donc, vous retrouvez dans la trousse en plastique cette page-ci, le contenu de la trousse. Donc, nous avons dans la trousse une affiche promotionnelle qui vous permet de présenter votre outil, votre atelier par exemple, la date et l'heure de votre atelier, l'endroit où l'atelier aurait lieu, la personne à contacter pour l'inscription. C'est un outil qui peut être utilisé par vous, animateur de l'atelier, ou par l'organisateur, la personne ou l'organisme qui vous appuie dans la livraison de cet atelier-là. Je reviens à la fiche de contenu de la trousse. Vous trouverez également dans cette trousse le plan du déroulement de votre animation. Donc ça, c'est un outil d'animation qu'on a développé. Alors, je vais le chercher, voilà. C'est un outil qu'on a développé pour vous permettre de faire un petit aide-mémoire sur comment pourrait se dérouler un atelier qui utilise le jeu L'Occasion fait le larron. Donc, on vous propose aussi une brève introduction. On vous propose aussi de présenter le contenu, donc présenter les personnages du jeu, diviser l'auditoire en deux équipes, expliquer les règles du jeu, débuter le jeu et fournir les explications complémentaires après chaque question. Je demanderai tout à l'heure à M. Blache de vous diriger un peu là-dedans. Et finalement, dans le plan de déroulement, nous vous proposons aussi des éléments de la clôture de votre atelier. Par exemple, faire une évaluation peut être à chaud. On suggère généralement, si vous faites le jeu, de faire une évaluation orale avec vos participants et participantes. Une évaluation de groupe. C'est toujours plus simple et plus dynamique. Et remercier l'organisme hôte de l'événement, les participants, et s'il y a lieu, remettre aux participants des ressources d'information. Ça peut être des dépliants sur la maltraitance, ça peut être d'autres dépliants, des ressources locales qui existent dans la communauté. C'est très important. Alors voilà, je vais reprendre ici le document de contenu de la trousse. Vous avez également dans la trousse les règles du jeu.
Quand vous initiez le jeu L'occasion fait le larron, malheureusement, je ne peux pas le faire en ligne aujourd'hui avec vous. Il va falloir que vous fassiez le test chez vous avec votre DVD. Quand vous initiez le jeu, vous avez une présentation, une introduction du jeu, une présentation des règles du jeu et ensuite une présentation de chacun des personnages. Mais une fois que vous avez passé à travers toutes ces étapes-là dans le jeu électronique en ligne, ben, vous pouvez plus retourner en arrière. Donc, nous, on a développé un petit document. Je vais aller le chercher de ce pas. Voilà. Voilà. Qui fait le rappel des règles du jeu. Ça, vous pouvez l'utiliser si jamais vous devez revenir dans le courant d'une animation sur le but du jeu ou les règles du jeu. Mais au moins, vous avez le document en main et vous pouvez le relire. Vous n'avez pas à vous souvenir des règles du jeu. Donc, vous avez ici le but du jeu. Donc, le but du jeu, tout simplement, je peux vous le mentionner, c'est d'accumuler le plus rapidement possible dans la tirelire soit du personnage Basile ou du personnage Bertha, le plus d'argent. Et le groupe qui aura accumulé le montant de 30 000 est le gagnant du jeu. Et il gagne un voyage au pays de Jouvence. Alors, vous voyez, le but du jeu est très ludique. Hein? C'est une petite compétition entre deux personnages, Basile et Bertha, et en posant des questions sur l'exploitation financière par les proches dans le premier jeu ou sur la fraude dans le deuxième jeu. Et à ce moment-là, on pose des questions et toute bonne réponse permet à l'équipe du personnage respectif de gagner des points. Toute mauvaise réponse fait perdre des points. Donc, c'est le but du jeu, c'est de gagner le plus de points. Alors ici, on donne des directives sur la formation de des équipes. Donc, généralement, ce qu'on propose lorsqu'on fait le jeu L'occasion fait le larron, c'est de prendre un groupe et de diviser le groupe en deux. L'équipe des Basile, l'équipe des Bertha. Il est plus facile de présenter le jeu à deux animateurs. Un animateur s'occupe d'un personnage et l'autre animateur s'occupe de l'autre groupe et de l'autre personnage. Mais ça s'est déjà fait à un animateur. Mais on suggère toujours de le faire à deux animateurs. Et ensuite, il s'agit tout simplement de suivre le jeu. Alors, on clique sur le dé affiche un certain nombre sur le dé, le pion avance sur la case, et lorsqu'il s'arrête sur une case, il y a une question qui apparaît, et avec un choix de réponse, et c'est au groupe de trouver la bonne réponse. Toute bonne réponse donne un montant d'argent, et on passe à l'autre joueur. Donc, c'est assez simple, c'est vraiment un jeu style Parchésie, et ça permet à l'accumulation de points. Alors, généralement, c'est l'équipe des Bertha qui commence, puisque Basile est un homme poli et il laisse commencer les dames. Et voilà, on joue jusqu'à la fin du montant. Alors, voilà le document que vous retrouvez dans votre trousse et les règles du jeu. Je vais retourner à mon document contenu de la trousse. Alors, voilà, dans la trousse, vous allez trouver également un document qui s'appelle le planificateur. Alors, le planificateur ou le calendrier de planification, je crois que vous avez déjà vu ce document-là quelque part. En effet, nous nous sommes inspirés
de l'outil développé dans le guide Comment animer un atelier et dans le guide Non à la fraude pour développer un outil semblable pour le jeu L'occasion fait le larron. Donc, on vous suggère ici encore une fois 3 mois avant, 2 mois avant, 5 semaines, quelques semaines, la veille, le jour même et après l'atelier, des activités à faire pour vous préparer. C'est à titre indicatif, bien évidemment. Alors, on retrouve également dans la trousse, voilà. Alors là, je vais vous montrer ce qu'on trouve également dans la trousse. Alors, dans la trousse, vous avez une série de cartons. Ici, les cartons sont collés, là, mais dans la trousse, ils sont coupés. Ils sont tous individuels et ils sont tous numérotés de la question 1 à la question 12. Donc, vous trouvez 12 cartons de Bertha pour le jeu L'exploitation financière. Et vous avez également, ça c'est la, excusez-moi, ça c'est le recto. Et vous avez également 12 questions pour Basile de l'exploitation financière. On retrouve également 12 questions de Basile pour la fraude et 12 questions de Basile pour l'exploitation financière. Je vous ai présenté ces deux cartons-là en ligne parce que vous voyez ici, il y a un petit voleur. Alors, le voleur signifie que ce sont les questions qui sont reliées au jeu de la fraude. Alors, quand vous voyez le petit voleur, on parle du jeu de la fraude. Les cartons bleus, c'est avec la petite vignette de Basile, ce sont les questions pour Basile. Et vous retrouvez les cartons jaunes qui sont les questions pour Bertha. Et quand vous voyez ici, je vais essayer d'agrandir l'image peut-être pour le voir davantage. Quand vous voyez ici le petit icône, c'est un petit monsieur qui tient en possession d'une petite tirelire. Nous avons décidé là, que ce petit dessin-là, ça représentait le jeu L'exploitation financière. Donc, dans votre trousse, vous avez une série de cartons. Et ces cartons-là sont, comme je mentionnais, tous individuels, tous numérotés de 1 à 12 et représentent les questions du jeu. Vous avez au recto de chacun des cartons des explications complémentaires. Ces explications-là complémentaires vous permettent, lors du jeu, de donner de l'information suite au choix de bonnes réponses ou mauvaises réponses des participants. Ça permet de faire un lien entre la théorie et le jeu. Et c'est très important parce que souvent, on veut s'assurer que les gens ont bien compris les concepts qui ressortent des questions du jeu. Voilà. Tout à l'heure, je vous mentionnais que dans le DVD, vous allez retrouver certains documents que vous pouvez imprimer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris chacune des questions de Bertheville et de Bertha sans les explications complémentaires et sans la réponse, le choix de réponse. Donc, vous ne retrouvez pas la bonne réponse sur le carton des documents que vous retrouvez dans le DVD. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que pour beaucoup de gens, et surtout lorsqu'on anime devant un très grand groupe, c'est très difficile pour les participants et participantes de voir à l'écran les questions. Même si l'animateur est devant un groupe et anime la question, donne la question à voix haute et des choix de réponse, des fois, il y a des gens qui aiment bien avoir les questions sous les yeux. Donc, on s'est rendu compte, plusieurs groupes nous ont dit qu'ils ont imprimé les questions, ils les ont mis dans des petits cartables et ont distribué au groupe Basile et groupe Bertha plusieurs exemplaires de ces petits cartables-là pour que les gens puissent suivre en même temps l'animation du jeu.
Ça fonctionne bien dans certains cas, moins bien dans d'autres. C'est vraiment à vous de voir comment vous pouvez utiliser les outils qu'on a développés pour faciliter votre animation. Mais on a développé des petites questions en noir et blanc pour vous permettre de le faire. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant le contenu de la trousse du jeu L'occasion fait le larron? Bon, excusez-moi, il a été déprogrammé pour être reprogrammé. Je voulais juste savoir, quand on fait le jeu, moi je l'ai vu quand il y a eu l'Assemblée générale annuelle ici à Victoria, donc ça fait presque 2 ans maintenant, là. Je pense que M. Blash était là d'ailleurs. Quand on fait le jeu, est-ce qu'on fait les 2 jeux ou bien on en fait l'un ou l'autre? Oui, c'est une excellente question. C'est une question de temps. En fait, nous, ce qu'on suggère, c'est vraiment de choisir un des 2 jeux. Parce que, notamment, la thématique n'est pas la même, hein. On a un jeu sur la fraude. Donc, la fraude, on le sait, là, c'est un sujet bien différent de l'exploitation financière. Donc, ça permet d'introduire là 2 activités très différentes. Ça dépend aussi du temps que vous avez, parce que le jeu peut se faire, on peut jouer au jeu rapidement, mais puisqu'il y a quand même des explications complémentaires, si on veut suivre le rythme du groupe, ben ça peut prendre 1 heure à 1 heure et demie pour jouer à un jeu au complet. Donc, si vous avez tout un après-midi, oui, vous pouvez jouer aux 2 jeux, mais sinon, c'est mieux de prendre le temps et se concentrer davantage sur un jeu plutôt que l'autre. Alors, si je comprends bien, ce jeu-là ou ces 2 jeux-là pourraient être en soi un atelier complètement autonome, complètement indépendant, là. On n'a pas besoin de le rattacher, par exemple, à l'atelier non à la fraude. Pas nécessairement. Ça s'est vu, je vous dirais, en Ontario l'année dernière, lors d'une foire, je pense une journée d'information auprès d'aînés. Il y a eu dans la matinée des ateliers qui étaient offerts pour sensibiliser à la fraude, et en après-midi, on offrait le jeu sur la fraude. Okay. Donc, ça aussi, une façon de procéder. Ça dépend vraiment comment vous voulez orienter votre activité. On peut, par exemple, présenter une capsule vidéo sur l'abus, sur l'exploitation financière, puis ensuite changer la dynamique et jouer au jeu de l'exploitation financière. Donc, on peut interchanger les activités sans problème. Mais ça dépend vraiment du temps qui vous est accordé et aussi du type de groupe que vous allez rencontrer. Et justement, ça m'amène pour le jeu, est-ce qu'il y a un nombre minimum de gens pour que le jeu soit efficace? C'est des très bonnes questions, Marina. Ce que je vais faire, c'est que je vais céder la parole à Gilles Blash. Gilles qui va vous parler du jeu, okay. Qui va vous parler un peu de comment eux se sont pris pour animer le jeu dans les différents groupes de personnes aînées. Je vais maintenant transmettre la parole à Monsieur Blash. Je vais commencer par lui l'inviter. L'inviter aussi. Ah, bon, bonjour. Et puis, je vais lui donner aussi accès au micro. Je pense que c'est fait, Gilles. Alors, c'était moi, Céline. Alors, je te remercie beaucoup. J'aimerais commencer en saluant les gens de la Colombie-Britannique. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre coin il y a 2 ans. J'ai bien aimé ça. J'ai été ébahi par la présence francophone, soit dit en passant. J'aimerais aussi dire un coucou à Myriam. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, Myriam. C'est un plaisir de te revoir aujourd'hui. Et Céline, ben, elle et moi, on se parle assez régulièrement, alors je vais la saluer moins chaleureusement cet après-midi.
Je constate, lorsque je regarde la liste des participantes cet après-midi, que je suis l'unique représentant de l'autre sexe officiel. Alors, je me sens un peu intimidé parce que je ressens un fardeau particulièrement lourd sur mes épaules de bien représenter ce deuxième sexe officiel là, pour la présentation là, que nous allons faire. J'aimerais, pour commencer, vous dire que mon rôle à moi, c'est de partager avec vous mon expérience de l'animation du jeu. Et en partant, j'aimerais vous souligner que vous allez vous amuser si vous ne l'avez pas fait encore, l'animation. Vous allez vous amuser énormément. Et la raison pour ça, c'est que ce jeu-là est un jeu très interactif. Je dis très interactif parce que les participantes ne sont pas passifs ou passives. Au contraire, ils sont sollicités à tous les moments, que ce soit pour répondre aux questions multiples, que ce soit à l'occasion faire des commentaires de leur part. Et aussi une autre dimension qui dans la dynamique de ce jeu-là, et ça peut être cocasse à l'occasion, c'est que on a deux équipes. Évidemment l'équipe Bertha, évidemment l'équipe Basile. Je peux vous dire que j'ai vécu des situations assez cocasses où il se développait un climat de compétition entre les deux équipes. Une équipe voulait gagner, voulait pas que l'autre équipe gagne. Il y a même eu une situation, c'était dans une résidence pour aînés, où nous avons fait une pause. Et lorsque les gens sont revenus, les gens qui étaient dans l'équipe perdante ont délaissé l'équipe perdante pour aller se joindre à l'équipe gagnante. Alors, la compétition peut aller jusque-là. Alors, je fais le sommaire de cet aspect-là de mon introduction, c'est que c'est un jeu très interactif. Et c'est excellent parce que les gens demeurent mentalement très présents. Leur cerveau ne somnole pas parce que c'est une présentation sans fin. D'ailleurs, il y a une responsable, directrice sociale dans une résidence pour personnes âgées, qui est venue me dire après notre présentation qu'elle avait reçu des gens, des anglophones, pour faire des présentations là, qu'on appelle les talking heads, juste parler aux gens et les gens ne disent rien, et qu'elle trouvait que la formule que nous avions d'interactivité était particulièrement appropriée. Alors, je vous le mentionne pour souligner encore comment ça peut être plaisant d'animer ce jeu-là et comment il y a un bel esprit là, qui se développe. Le premier point que j'aimerais vous mentionner, c'est l'aspect lorsque débute l'atelier, la dimension de l'accueil des participants. Le sujet du jeu, qui est l'exploitation financière, est un sujet presque tabou. Hein? Les gens sont pas confortables d'en parler, règle générale. Comme Myriam le disait si bien, les gens ne les dénoncent même pas. Ça demeure quelque chose de très privé. Pour établir un climat de confiance entre les participantes individuelles et les animateurs, animatrices, ce que nous faisons, et je vous encourage à le faire, c'est d'accueillir au début de l'atelier chacune des personnes personnellement, leur souhaiter un bonjour,
leur donner la main, leur faire une remarque peut-être humoristique, mais tout ça pour les mettre à l'aise avec soi, les mettre à l'aise aussi avec le sujet qui va venir plus tard. Alors ça, c'est... Et nous avons constaté, et quand je dis on, là, c'est parce que je l'ai toujours fait, moi, en co-animation. Alors là, nous avons constaté qu'en agissant comme ça, effectivement, les gens sont plus portés à être ouvertes et même nous faire des confidences personnelles de choses qu'elles vivent à la fin de l'atelier. Et je vais y revenir tout à l'heure pour la fin de l'atelier. L'autre aspect que j'aimerais vous mentionner, c'est l'aspect de l'animation du jeu comme tel. Céline vous a fait une excellente description de c'est quoi le jeu, de comment fonctionne le jeu, alors je ne veux pas revenir sur cet aspect-là. Mais Marina, tu soulevais la question très pertinente de comment gros ou comment petit peut être le groupe. Dans mon expérience, je l'ai fait avec des groupes de 100 personnes. Ben, quand je dis je encore, c'est toujours en co-animation. Alors, je l'ai fait à un groupe de 100 personnes et je l'ai fait à un groupe de 4 personnes. C'était quoi la différence entre les 100 et les 4? Le 100, c'était une grande assemblée d'un club d'âge d'or dans la ville de Hamilton, au sud-ouest de Toronto, où ils se rencontrent une fois par année et ils font quelque chose de spécial. Alors, c'est très achalandé. Les quatre, c'était un programme de jour. Et au cas où vous ne sachiez pas c'est quoi un programme de jour, c'est un lieu où, une fois par semaine, des personnes qui ont des difficultés à se déplacer vont être véhiculées de leur domicile à cet endroit-là pour briser leur isolement parce qu'ils sont quand même le reste de la semaine en isolement. Dans un programme de jour, évidemment, il y a pas foule. Il y a beaucoup moins de participants. Mais ce sont des gens qui sont particulièrement vulnérables à cause de leur isolement à domicile. Ces gens-là peuvent recevoir des appels, par exemple, ou quelqu'un cogne à leur porte, et c'est plus facile pour elles de se faire avoir. Alors, c'est donc important de même s'il y a seulement 4, 5 ou 6 personnes dans un programme de jour, d'être disponible à cette clientèle-là à cause de leur grande vulnérabilité. L'autre aspect dans l'animation du jeu, c'est de générer le plus un climat d'amusement possible. De pas hésiter à utiliser l'humour, ne pas hésiter à taquiner les gens, ne pas hésiter à se taquiner soi-même devant le groupe, parce que tout ça contribue à établir ce climat de délancement, ce climat de confiance autour du sujet, autour des animateurs comme tels. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'aspect de l'organisation là entre les deux animateurs. Céline a touché à ça. J'aimerais juste revenir plus rapidement que j'avais prévu parce que Céline y a déjà touché. C'est de répartir les équipes entre deux animateurs, là, un Basile puis une Bertha. L'avantage de ça, et moi je l'ai fait à deux et je l'ai fait seul, l'avantage d'avoir les deux animateurs, c'est que
ça permet de rehausser la compétition entre les deux groupes aussi, là. Parce que, évidemment, lorsque je le fais en co-animation, je taquine mon co-animateur qui vont perdre et réciproquement, ils vont me taquiner moi qui vont se reprendre et qui vont nous dépasser. Alors, ça nous permet de faire ça de façon très, très, très visible. Lorsqu'on le fait seul, comme je l'ai fait, il arrive que passer de un à l'autre, c'est un peu fatigant pour l'animation, pour l'animateur, pour l'individu qui le fait, et ça l'amoindrit beaucoup aussi là, cet aspect-là de compétitivité. Alors, ça, c'est l'aspect que je voulais vous mentionner sur l'organisation lors de l'animation du groupe. J'aimerais revenir juste un instant sur les groupes. Je vous ai mentionné, je l'avais fait pour un grand groupe et un petit groupe. J'aimerais vous mentionner aussi les sortes de clientèle, la nature des groupes à qui je les ai présentés. Comme je vous ai dit, je l'ai fait à un programme de jour, je l'ai fait lors d'une réunion annuelle spéciale d'un club d'âge d'art, je l'ai fait à des rassemblements comme des dîners mensuels de club d'âge d'art. Je l'ai fait dans le contexte d'un congrès, un congrès de la Fédération des aînés de retraités francophones de l'Ontario, un congrès régional qui comprenait certainement au-delà de 100 personnes aussi. Je l'ai fait aussi lors d'une réunion annuelle d'une clinique juridique. Dans la région où je demeure, il y a, qui est la région de Prescott-Russell, il y a une clinique juridique qui est une clinique d'aide légale, d'aide juridique à toutes les catégories d'âge de la population. Mais lors de cette animation-là que j'ai fait auprès des avocats et auprès des paralégistes et certains bénévoles communautaires, nous avons découvert que nous avions quelque chose en commun, c'est-à-dire que les aînés étaient particulièrement vulnérables et que les cliniques juridiques, du moins celle-là, jouaient un rôle assez intéressant dans les interventions qu'ils pouvaient faire pour venir en aide aux aînés. Et eux, ils le font, ils vont même jusqu'à leur domicile, alors c'est un service individuel qu'ils leur rendent. Alors, il y a un partenariat assez intéressant qui peut se développer avec une clinique juridique de ce genre-là. Maintenant, là, juste pour terminer, j'aimerais vous parler de la clôture de l'atelier du jeu. Au début, vous vous souvenez, je vous disais que ça vaut la peine de faire l'effort d'accueillir individuellement chacun et chacune là, des personnes qui sont là. Il n'y a pas foule à la fin. C'est pas 100% des participants. Mais il y a quand même, sur un groupe, je dirais, d'une vingtaine de personnes, il va y avoir de 1 à 2 à 3 personnes qui vont venir nous voir à la fin de l'atelier, vont venir nous voir personnellement et qui vont nous faire une confidence, qui vont nous dire, comme il y a une dame, je peux vous donner un exemple précis, il y a une dame lors d'un atelier que j'animais en co-animation à Sherbrooke, qu'après l'atelier est venue me trouver et elle a dit, Gilles, pendant que vous parliez, toi et ton camarade, j'ai pris conscience que je me faisais exploiter financièrement. Qu'est-ce que je fais? Alors à ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont venir à la fin de l'atelier vous faire des confidences de ce genre-là.
Et là, je m'empresse à calmer là, toute inquiétude que vous pouvez avoir. C'est pas une question d'être un expert en tout lorsque vous jouez ce rôle-là. C'est pas une question d'avoir réponse à tout. C'est simplement une question d'être à l'écoute de ces gens-là, de les laisser s'exprimer et de les référer, dans la mesure où vous pouvez le faire, à une agence spécialisée qui peuvent les aider. Il y a toutes sortes d'agences dans vos milieux qui sont dans vos milieux communautaires, qui sont là, qui ont comme raison d'être d'aider ces gens-là sur toutes les formes d'exploitation. Là, on parle d'exploitation financière là, dans ce jeu-là. Myriam a parlé des autres formes, mais il y a des agences communautaires, j'en suis certain, en Colombie-Britannique, comme il y en a en Ontario, qui sont disponibles pour apporter cette aide individuelle-là. Alors, je résume. Ne vous inquiétez pas que si vous avez une confidence de cet ordre-là, que vous devenez responsable du problème de l'individu. Vous ne l'êtes pas, entièrement pas. Mais ce qui vous arrive, par contre, c'est que, si vous le voulez, vous pouvez jouer un rôle d'aiguilleur, un rôle de trait d'union entre vous et la ressource communautaire. Je vous donne un exemple personnel. Dans une de mes vies précédentes, j'ai été un conseiller en relation d'aide à un programme d'aide aux employés. Je n'étais pas psychologue, je n'étais pas sociologue, je n'étais pas travailleur social. C'était pas mon rôle de faire des interventions de ces spécialistes-là. Mon rôle était d'aider les gens à trouver le bon endroit comme aiguilleur pour obtenir l'aide qu'ils ont besoin selon la nature de leur problème. Alors, c'est le rôle que vous pouvez jouer et qui est un rôle extrêmement important pour des personnes qui peuvent vivre des choses assez difficiles. Sur ce thème-là, j'aimerais vous mentionner que lors de la présentation que vous faites au début du jeu, lorsque vous vous présentez personnellement et que vous décrivez un peu vos antécédents, vous avez le choix, si vous le voulez, et c'est un choix que moi j'exerce, que moi je décide de faire, et c'est de dire aux participants, si au cours de l'atelier, vous faites une prise de conscience, ou si vous vivez des choses que vous sentez le besoin de parler à quelqu'un, je suis disponible à la fin de l'atelier pour vous écouter. C'est une invitation concrète, tangible, à venir nous parler, s'ils le veulent, à la fin. Je vous le souligne, là, c'est important que je vous le dise, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'êtes pas confortable à dire ça au début, je le respecte, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça peut être très aidant si vous voulez aller jusque-là. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah mon Dieu, j'ai dû être très clair et limpide. Merci beaucoup, Gilles. Alors, on n'a pas, je vois pas de questions arriver dans le clavardage non plus. Non, alors c'est ça, j'ai été clair, je vous remercie. Au revoir, Gilles, merci. Donc, nous allons poursuivre l'atelier. Le prochain point s'agit de vous présenter le deuxième outil, en fait le dernier outil, le troisième outil que nous avons développé pour sensibiliser les personnes aînées à la maltraitance. Il s'agit de la trousse d'animation et activités sur l'abus envers les personnes aînées. Cette trousse réunit deux de nos outils de sensibilisation. Donc, il s'agit dans un premier temps de la pièce de théâtre Trompe-l'œil et tromperie,
Et l'autre outil qui se retrouve dans la trousse, c'est les 3 capsules théâtrales vidéo sur l'abus envers les personnes aînées. Alors, tout d'abord, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le contenu de cette trousse. Donc, dans la trousse, vous allez retrouver 3 modules. Le premier module est un module très général, donc un module qui se divise en 4 parties. Il traite de façon générale de l'abus ou la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, la première partie du guide ici parle ici du rôle de l'animateur et de l'animatrice. Tout à l'heure, Monsieur Blache l'a souligné très clairement, le rôle de l'animateur n'est pas de faire de l'intervention, mais bien de guider ou d'outiller, de faire le trait d'union entre la personne qui est peut-être victime d'abus et les ressources qui sont disponibles. Donc, on explique ici dans le module 1 clairement le rôle des animateurs et animatrices. Dans la deuxième partie du premier module, vous retrouvez également la définition de l'abus et les différents types d'abus. Entre autres, vous allez retrouver les informations qui vous ont été présentées au début de cet atelier webinaire de façon plus détaillée. La troisième partie du module 1, on parle ici de comment et qui peut aider les victimes d'abus. Alors, vous avez de l'information sur, je vais m'y rendre. Alors, OK. Donc, vous avez ici quelques faits saillants qui donnent des informations, des statistiques très récentes, des recherches qui ont été faites sur l'abus. Alors, vous avez ici là, des citations de recherche, des taux de prévalence de l'abus. Ce sont des informations qui peuvent être très intéressantes à fournir dans un atelier de sensibilisation. Qui sont les abuseurs et pourquoi les aînés sont maltraités? On vous donne ici encore des statistiques ou des informations reliées à des recherches. La partie 3, qui peut aider les personnes victimes d'abus. Donc, on vous donne ici quelques actions et gestes utiles qui sont à la portée de tout le monde. Comment s'informer, sensibiliser, reconnaître les signes d'abus, les valider, créer un lien une référence avec la personne qui peut être victime d'abus et effectuer une référence ou l'accompagnement. C'est vraiment la démarche de relation d'aide qui peut être un rôle qui peut être donné à un bénévole animateur si vous voulez aller dans cette direction-là. L'atelier numéro 4 et numéro 5 de cette série de webinaires traite davantage de ce rôle de bénévole animateur. La semaine prochaine, vous serez invité à participer à un atelier présenté par une personne ressource d'un organisme qui s'intitule Dira Esprit et qui fait de l'accompagnement des victimes en maltraitance. Et elle expliquera plus en détail cette démarche et ces actions utiles qui peuvent venir en aide aux personnes victimes de maltraitance. Ensuite, dans le module 1, vous allez retrouver également une série d'outils et des
outils de planification. Donc, encore une fois, comme on l'a développé dans les autres outils de sensibilisation développés par la Fédération des aînés francophones du Canada, vous retrouverez le calendrier de planification adapté à cet atelier de sensibilisation. Vous retrouverez l'aide-mémoire logistique, le formulaire d'auto-évaluation, une liste des partenaires que vous pouvez ou des ressources locales que vous pouvez retrouver dans vos communautés. Et tout ça se trouve à la partie 4 de votre module 1. La dernière partie du module 1 est très importante. C'est la partie qui traite des ressources. Les ressources d'une part nationales et les ressources également par province. Ce sont des ressources qui viennent en aide au niveau de la sécurité des aînés et au niveau de la maltraitance envers les aînés, et non de la fraude. Donc, les ressources sont différentes que celles que vous retrouverez dans votre guide d'information non à la fraude. Donc, par exemple, pour la Colombie-Britannique, on a mis dans la liste ici le service 211, qui est un service d'annuaire téléphonique qui permet de retracer dans les localités données les services qui peuvent venir en aide aux victimes de maltraitance. Vous avez également Victim Link, qui est un numéro d'urgence sur les victimes de violences familiales. Donc, c'est intéressant lorsque vous sensibilisez les gens et que vous faites un atelier de sensibilisation de présenter ces ressources-là. Et il y a également la ligne de renseignement sur la santé des aînés, qui est une ligne d'information et qui est disponible. On me demande ici si ces services sont offerts en français. Je ne crois pas qu'ils sont offerts. Ben, attendez, je dis non, mais je pense qu'il y a un service de traduction qui est offert pour les francophones. Je ne crois pas qu'en Colombie-Britannique, vous allez avoir un service en français automatiquement là, en appelant ces lignes d'aide-là. Mais je crois qu'il y a l'obligation de répondre en français par l'entremise d'un traducteur. Mais il faudrait vérifier avec les services et faire certains contrôles d'usage. Je ne pourrais pas être certaine de ce que j'avance. Vous avez aussi une ligne ici, Senior Abuse and Information Line en Colombie-Britannique, qui je crois n'est pas disponible en français, mais disponible sous traduction. Et vous avez aussi la ligne du Public Guardian and Trustee qui offre des informations sur les procurations, puis quand les gens sont inaptes, comment on peut intervenir s'il y a des cas d'abus. Alors, dans les ressources, je ne passerai pas à travers toutes les ressources, mais je veux juste aussi vous indiquer que nous avons mis une liste des coordonnées des organismes de juristes d'expression française au pays. J'aime bien les mentionner parce que dans cette, par exemple, en Colombie-Britannique, l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique a développé des outils de sensibilisation sur l'abus envers les aînés. Ils ont développé un guide, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, c'est intéressant, si vous faites des activités, de peut-être voir si vous ne pouvez pas jumeler une activité avec un juriste, par exemple, qui pourrait apporter à votre groupe et à vos participants de l'information sur les procurations, par exemple, ou sur des informations qui peuvent venir bonifier votre atelier et offrir une expertise professionnelle. Alors voilà le module 1, je vais passer au module 2 parce que le temps avance. Donc le module 2 de la trousse parle de la pièce de théâtre Trompe-l'œil et tromperie.
C'est une pièce de théâtre qui a été développée par le franco-dramaturge Mario Ouellet et qui a été offert au début par encore la Fédération des amis et retraités francophones de l'Ontario. Nous avons trouvé le scénario de la pièce de théâtre Trompe-l'œuvre et Tromperie très intéressant pour sensibiliser les gens à l'exploitation financière. Le concept de l'exploitation financière, on le mentionnait tout à l'heure, c'est un abus, un mauvais traitement très fréquent dans nos communautés et un sujet tabou. Alors, de le présenter sous forme de pièce de théâtre, ça démystifie un peu le sujet et ça facilite l'information et la sensibilisation dans la communauté. Nous avons le plaisir, en fait, de l'avoir déjà présenté en Colombie-Britannique. L'année dernière, en mars 2014, l'AFRA-CD a présenté la pièce de théâtre Trompe-l'œuvre, Tromperie à Victoria et a fait suivre cette activité-là par une discussion, un dialogue avec la communauté pour justement parler de l'exploitation financière et des signes d'exploitation, des signes d'abus qu'on leur trouvait dans la pièce de théâtre. Marina Schmidt a animé cette discussion de groupe. Je vais inviter Marina à venir nous parler un peu de son expérience d'animation dans le groupe de la pièce, le groupe, l'activité qui suivait la pièce de théâtre. Marina, je vais activer votre caméra. Votre micro est déjà activé. Alors, je vous ai donné la parole, mais je vais activer votre caméra maintenant. Voilà. Bonjour Marina. Oups. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais profiter de ta participation pour peut-être que tu nous partages un peu ton expérience d'animation, de justement la discussion qui a suivi la pièce de théâtre et de cet outil-là pour sensibiliser le public là, à l'exploitation financière envers les personnes aînées. Alors, je vais m'enlever de là. Alors, la place. bien, merci beaucoup. Alors, je vais pas prendre trop de temps. Je pense que l'avantage que j'ai vu à la pièce de théâtre, c'est qu'elle a permis d'aborder des sujets qui étaient extrêmement délicats en permettant aux participants et participantes de prendre une certaine distance. On avait une personne ressource dans la salle, donc quand il y avait des questions plus précises sur les services offerts ou vers qui se tourner, cette personne-là pouvait y répondre. Le théâtre a l'avantage de permettre de créer des situations dont on est témoin et puis de désamorcer dans certains cas des émotions qui pourraient être vraiment particulièrement difficiles. Monsieur Gilles nous parlait tantôt des confidences, ben ça vient avec. Ça vient avec. La pièce a aussi l'avantage de couvrir tout un assortiment d'abus, maltraitance. Ça se prend à de nombreux niveaux et on sort de là avec l'impression qu'on a appris quelque chose. En tout cas, c'est une impression que j'ai eue et puis les participants ont été particulièrement accueillants avec cette pièce-là. Alors moi, je la recommande énormément. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, je vais reprendre la présentation du module 2. Et puis, si vous avez des questions, tout à l'heure, je vais y répondre. Donc, dans le module 2, vous allez retrouver différentes informations. Vous avez la présentation de la pièce de théâtre. Donc, on vous donne l'historique, le synopsis, la présentation du concept d'exploitation financière plus en détail. Et on vous donne dans la partie 3 de ce deuxième module-là
on vous donne ici des informations sur comment animer une activité de sensibilisation qui utilise une pièce de théâtre ou qui utilise cette pièce de théâtre-là. Donc, je vais me rendre à cette section-là, peut-être pour vous la présenter davantage. Des difficultés à lire, les témoignages. Excusez-moi, ce sera pas long. Voilà. Donc, on vous donne une série de questions qui peuvent orienter justement une animation de groupe après la projection ou après une activité de théâtre qui utilise le script de Trompe-l'œil et Tromperie. Alors, vous avez des questions, vous avez autres questions possibles. Donc, on a essayé de développer un outil qui vous permet, sans trop de difficulté, de monter un atelier assez rapidement. Dans la partie 4 de ce deuxième module, on retrouve en fait le descriptif de ce qui se retrouve, excusez-moi, dans le DVD. Parce que dans la trousse, vous avez également deux DVD. Un DVD qui accompagne le module 2 et un DVD qui accompagne le module 3. Donc, dans le DVD qui accompagne le module 2, vous retrouverez tout d'abord la version électronique du script intégral de la pièce de théâtre. Donc, si vous voulez vous monter la pièce de théâtre dans votre communauté, vous avez le script dans le DVD. Vous avez également deux représentations de la livraison de la pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui a été présentée dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick et la représentation qui a été faite à Victoria en mars dernier. C'est toujours de la même pièce de théâtre. Donc, vous allez voir, les interprétations sont différentes. C'est normal. On retrouve également dans ce DVD-là une vidéo d'une dizaine de minutes sur comment organiser une pièce de théâtre pour faire de la sensibilisation communautaire. Donc, on a appelé la vidéo théâtre communautaire, mode d'emploi. Donc, c'est très intéressant. On retrouve cette information-là dans le DVD. Et finalement, on retrouve également dans le DVD un modèle de présentation PowerPoint clé en main qui vous permettra d'animer, après la présentation de la pièce de théâtre, une présentation PowerPoint sur le sujet. Vous pouvez le faire sans présentation PowerPoint, mais si vous décidez de le faire, on vous a mis ici un petit PowerPoint pour vous permettre de faciliter votre animation. Alors, voilà pour le module 2. Je vais passer tout de suite au module 3. Est-ce que pour l'instant, avez-vous des questions concernant la pièce de théâtre Trompe-l'œil, Tromperie? Parce que là, on va passer à un nouvel outil qui est les capsules vidéo. Donc, je vais prendre les questions, s'il y en a, sur la pièce de théâtre Trompe-l'œil et Tromperie. Parfait. OK, donc je vais poursuivre et puis si, comme je vous dis, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à nous les acheminer. Donc, pour le module 3, on parle ici de l'autre outil média qui sont en fait les 3 capsules vidéo, théâtrales vidéo sur l'abus. Alors, pour vous donner un petit historique de ces capsules-là, je pourrais vous dire que le projet des capsules vidéo a vu le jour en 2011. Donc, il y a 4 ans, la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada avait été en fin de projet de la phase 1 de son projet national et on avait un petit surplus budgétaire et puis on voulait développer un outil qui permettait de faciliter l'animation d'ateliers sur la maltraitance. Donc, on s'est dit, on va trouver une façon de sensibiliser les gens à la présence d'abus envers les aînés, mais pour le faire, on va
on va utiliser le médium du théâtre et du vidéo. Donc, on a développé, on a fait appel à des partenaires dans différentes régions du Canada et on a développé 3 capsules vidéo qui traitent de la vie. Les 3 capsules sont basées sur des faits vécus, dont on a changé les circonstances, les noms, mais on s'est inspiré d'histoires réelles qui avaient été répertoriées par des intervenants du milieu médical en Ontario. Alors, on a collaboré avec les gens de l'Alberta pour développer une capsule théâtrale sur, je vais retourner à ma présentation PowerPoint pour vous présenter ça, là. Excusez-moi. Je vous achemine un peu, voilà. Alors, on a développé une capsule théâtrale sur l'abus financier et émotionnel. Elle a été tournée à Edmonton en collaboration avec des partenaires locaux là-bas. On a développé aussi une capsule théâtrale sur, sur le harcèlement et la négligence en résidence de soins. Cette capsule-là a été développée avec des partenaires du Nouveau-Brunswick et a été tournée dans une résidence pour personnes âgées. Les gens étaient très, très généreux de leur temps là-bas. Et finalement, on a développé une dernière capsule avec des bénévoles et des partenaires sur la négligence involontaire d'une personne aidante, d'une aidante naturelle. Et encore une fois, cette capsule-là a été développée en Ontario. Alors, ce que je vais faire, et je vais retourner après à la troupe d'animation, mais là, je vais vous présenter un peu l'expérience d'un animateur qui a un animateur bénévole, Louis-Charles Trempe, qui collabore avec la Fédération des aînés francophones de l'Alberta à Edmonton, en Alberta, et qui est aussi le producteur et réalisateur des 3 capsules vidéo théâtrales qu'on a développées en 2011. Il a collaboré avec moi pendant plusieurs semaines à filmer et faire le montage de ces 3 capsules-là. Donc, Louis-Charles ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais on a fait un petit enregistrement de son entrevue avec lui. Et je vais tout de suite vous présenter l'entrevue, et puis après ça, on va retourner à la trousse sur les activités. Bien, bonjour. Je suis Louis-Charles Trempe, un sexagénaire montréalais vivant en Alberta depuis maintenant 18 ans, alors dont 9 ans à Calgary et 9 ans à Edmonton. Alors pour moi aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous mon expérience à titre d'animateur bénévole. Et puis, au cours de l'année précédente, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs organismes ici en Alberta. Et c'est grâce avec le concours de la Fédération des aînés francophones du Canada, la Fédération des aînés franco-albertains et aussi l'Association des juristes d'expression française du Canada. Je m'excuse, de l'Alberta. Alors, plusieurs exposés au sujet de la maltraitance ont été présentés à différents organismes et ça a été présenté en atelier regroupant plusieurs membres de ces associations. Et puis, c'est pour nommer que quelques-unes des villes qu'on a visitées, bien, il y avait Edmonton, Calgary, Bonnyville, Fort McMurray, Saint-Paul, Red Deer. Alors, la façon qu'on a présenté nos ateliers, c'était que on avait la projection des vidéos qu'on a produites sur la maltraitance envers les aînés. Et celle qui était la plus sollicitée, c'était l'abus financier. Alors, c'est celle qu'on a tournée ici en Alberta en 2011. Alors, on a eu la possibilité de traiter du sujet de l'abus financier. Alors, on présentait la capsule. Ensuite, on avait ce genre de rencontres, d'échanges avec les membres de la communauté. Et je dois dire,
l'auditoire était constitué de gens de 65 ans et plus. Et ce qui serait intéressant, c'est de rencontrer davantage les gens qui sont de 50 ans et plus, bien entendu, parce que on veut parler toujours de prévention. Et aussi, c'est que on avait l'expertise d'une personne, soit un travailleur social ou un, euh, un professionnel comme un avocat. Alors, découlant de la projection des vignettes, on avait cet échange-là avec le public, avec les participants. Et je dois vous dire, cette expérience-là, parce que je la trouve très enrichissante, moi, je ne suis ni un expert, ni un conseiller. Mon rôle d'animateur consistait uniquement à insuffler, autrement dit, la vie à l'atelier et aussi, c'était de faire en sorte que, bien, ça donne un animateur, mais autrement dit, peut poser des questions et susciter un certain intérêt sur certains points. Alors, mais je dois dire que l'expérience était fantastique parce qu'il y avait beaucoup de sujets, il y avait beaucoup de gens qui posaient des questions et on orientait souvent aussi sur les testaments. Alors, c'est intéressant parce qu'on pouvait connaître des points de vue, puis aussi l'important, c'est de trouver des pistes de solutions. Alors, moi, je peux vous dire que c'est une expérience que je souhaiterais à tout le monde parce que c'est très enrichissant dans le sens où on doit faire la recherche, on a le plaisir d'échanger avec des gens et aussi, ben, c'est un moyen c'est un très bon moyen de communication. Alors, en conclusion, moi, je vous invite à vous joindre à une initiative de sensibilisation, quelle qu'elle soit, et aussi contribuer à améliorer le sort des aînés. Surtout, moi, je vous invite aussi à ne pas avoir peur de vous impliquer parce que c'est tellement agréable aussi. C'est pas un sujet facile, mais c'est quand même intéressant de pouvoir interagir avec les gens. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'apprécie mon expérience et ben, ce que je peux vous dire, si vous avez la possibilité de le faire, allez-y. Et moi, je termine en conclusion, c'est que si vous avez besoin d'informations ou vous avez des commentaires à formuler, bien, vous pouvez me joindre à l'adresse qui apparaît à l'écran et je serai des plus heureux de pouvoir vous aider au meilleur de ma connaissance. Bonne journée. Alors voilà le témoignage de Monsieur Louis-Charles Trempe, animateur en Alberta. Et comme le mentionnait si bien Louis-Charles, l'a également mentionné là, que son rôle n'est pas un rôle d'expert, mais un rôle d'aiguilleur. Vous voyez donc que tous ces outils vous permettent de jouer ce rôle d'aiguilleur. Donc, vous pouvez utiliser soit la pièce de théâtre, soit le jeu, et soit ici les capsules théâtrales vidéo sur l'abus pour animer des ateliers de sensibilisation. Donc, dans le module 3, je vous ai brièvement présenté les 3 capsules. Je vous invite à les visionner. Nous ne le ferons pas ensemble parce que les capsules sont en moyenne entre 7 et 9 minutes. Elles peuvent bien s'insérer dans un atelier, mais ici, ça dépasserait largement le temps de notre atelier webinaire. Et je vous invite à aller les visionner. Et pour ce faire, vous les retrouverez dans le DVD qui accompagne la trousse d'activités. Donc, la trousse d'activités qui se trouve dans le DVD numéro 3 du module 3 qui se trouve dans la trousse d'activités. Vous allez retrouver les 3 capsules vidéo. Vous allez également retrouver dans cette trousse, et puis là j'accède, excusez-moi, je vais accéder. Voilà, alors vous allez également trouver des extraits de l'entrevue avec Marie Beaulieu. Donc, l'entrevue que vous avez, l'extrait que vous aviez visionné tout à l'heure, vous allez retrouver l'intégrale de l'entrevue dans ce DVD. Et vous retrouverez également dans ce DVD 3 des modèles de présentation PowerPoint. Parce que lorsque vous présentez, par exemple, une vidéo sur l'abus financier, par exemple, bien, vous pouvez facilement
le faire suivre d'une petite présentation PowerPoint. Donc, ici, on vous fournit encore des modèles clés en main que vous pouvez mettre à votre main pour vous permettre de présenter votre capsule vidéo dans le cadre d'un atelier. Alors, si je reprends ici le dernier module, comme on l'a fait pour les modules précédents, on vous donne de l'information également dans la partie 3 de ce module, de comment animer une activité de sensibilisation en utilisant les capsules vidéo. Donc, vous avez une série de suggestions de modes d'emploi qui vous permettent de faciliter l'animation des capsules. Nous avons remarqué que c'est très intéressant de combiner l'animation des capsules avec une présentation jumelée d'un expert ou d'une experte. En Alberta, par exemple, Louis Charles faisait référence aux ateliers avec les juristes. En effet, l'Association des juristes francophones de l'Alberta et la Fédération des aînés francophones de l'Alberta ont animé ensemble des ateliers de sensibilisation. Donc, l'atelier était co-animé entre un bénévole animateur et un expert, ici un juriste, pour donner de l'information aux participants, peut-être de l'information un peu plus formelle. Donc, ça, c'est une avenue que vous pouvez utiliser dans vos communautés. J'ai ici, OK, parfait. Donc, je vais poursuivre. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y a à ce moment-ci des questions concernant les 3 capsules vidéo sur l'abus envers les personnes aînées et l'outil, la trousse d'activité et d'animation? Est-ce que je peux poursuivre? Parfait. Alors, je vais poursuivre. Je vais répondre à votre question, Madame Côté, concernant le courriel de Monsieur Louis-Charles. Je vais vous acheminer, après cette session, l'information désirée par courriel. Donc, poursuivons. Présentement, nous sommes à la dernière partie de notre atelier, soit les ressources et les organismes qui œuvrent dans le domaine de la prévention et de la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, j'en ai déjà énuméré quelques-uns, notamment les associations de juristes d'expression française dans les différentes provinces. Alors, vous avez dans la trousse les informations nécessaires pour retrouver les coordonnées de ces organismes-là. Mais je voudrais vous présenter un outil qui a été développé par l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique. Alors, je vais le montrer à l'écran présentement. Donc, il s'agit d'un guide qui s'intitule Prévenir l'abus, guide à l'intention des personnes aînées de la Colombie-Britannique. Donc, c'est une ressource très intéressante à avoir. Je suis certaine que si vous communiquez avec l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique, ils vous pourront vous fournir des exemplaires pour vous, mais également pour vos participants et participantes d'ateliers. Dans ce guide, vous trouverez toutes sortes d'informations, mais ce qui est intéressant, on retrouve également des ressources locales et des informations plutôt d'ordre juridique. Donc, c'est un outil, à mon avis, important à avoir sous la main lors de présentation d'ateliers. Vous trouverez également comme organisme clé dans le milieu de la maltraitance la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Alors, je vais vous présenter à l'écran rapidement le site internet de la chaire. Voilà. Vous pouvez y accéder là en même temps que moi, pendant qu'on se parle. Et vous voyez que dans ce site-là, c'est sûr, c'est un site qui fait référence davantage à la recherche, mais vous avez également toutes sortes d'informations, notamment le livre L'exploitation financière des personnes aînées, qui a été publié dernièrement, des informations sur des recherches
très concrètes sur la maltraitance envers les aînés et de l'information aussi sur le côté scientifique dans le domaine. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, c'est intéressant de consulter ce site de recherche de temps à autre. Je reviens à la présentation. Je vais également vous présenter un autre organisme qui travaille dans le domaine de la maltraitance, et c'est le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur Internet. Le site présentement est disponible uniquement en anglais. Certaines sections du site ont commencé à être traduites en français. Le Réseau canadien développe présentement un projet qui s'appelle le projet Partage du savoir. Ils veulent mettre en place dans les prochains mois, la prochaine année, un portail d'information sur la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, ils sont à développer des outils et des systèmes de partage d'informations pour justement, dans les deux langues, sur l'information sur la maltraitance. Donc, ça aussi, c'est un site qui peut être intéressant pour vous et à consulter de temps à autre. Je reviens à la formation et je voudrais vous présenter la prochaine étape parce que, en fait, et c'est ma dernière diapositive avant la fin de l'atelier, je suis un peu en retard dans mon horaire, vous m'excuserez, mais j'aimerais bien vous présenter les derniers outils et ressources que j'ai préparés pour vous dans cette présentation. Alors, il y a beaucoup de ressources. Vous allez voir lorsque vous allez consulter le guide de la trousse d'activité sur la vie dans la section ressources. Vous allez voir, il y a beaucoup de ressources qui existent. Mais comme on aime bien laisser à des participants et participantes des choses concrètes, des informations concrètes, je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, voici à l'écran, vous avez le PDF d'un dépliant publié par le gouvernement du Canada. Les mauvais traitements envers les aînés, il est temps d'ouvrir les yeux. Ce document-là présente des grandes lignes d'informations sur les différents types d'abus et vous donne aussi quelques informations de base. Je parle très rapidement, je m'excuse. Quelques informations de base pour vous permettre d'en commander. Alors, comme je vous présentais hier les autres ressources, vous avez ici des ressources qui sont gratuites, disponibles. Vous pouvez les commander et vous les recevrez dans 4 à 6 semaines après avoir fait la commande. Il existe également, et puis là je vais me rendre à ma deuxième ressource. C'est un dépliant qui traite de procuration et de compte conjoint. C'est une publication également disponible gratuitement, publiée récemment, donc elle a été publiée en automne dernier et elle est disponible aussi en communiquant avec le site au Canada, le 1-800 au Canada, et traite des procurations et la gestion des finances. C'est un sujet très intéressant lorsqu'on parle d'exploitation financière, parce que si on ne se protège pas bien à ce niveau-là, on peut ouvrir la porte à l'exploitation financière. Vous retrouvez aussi la série de ce que tous les Canadiens âgés devraient savoir au sujet de. Le 7e numéro de la série traite de l'exploitation financière. Il est disponible également gratuitement. Et finalement, je vais terminer avec 3 derniers dépliants qui sont disponibles en français et en anglais. Et ce sont des dépliants très intéressants qui ont été développés par le projet Ce n'est pas correct, It's Not Right, voisins, famille, amis et famille, réseau pour les aînés. Et ce dépliant-là est très intéressant parce qu'il donne quelques informations sur ce que vous pouvez faire lorsqu'une personne aînée est victime de mauvais traitements dans votre entourage. Le deuxième,
c'est comment reconnaître les signes de mauvais traitement et aider les personnes aînées à risque. Et la troisième ressource, c'est ce que vous pouvez faire pour vous mettre à l'abri des mauvais traitements. Donc, ces trois ressources-là sont également disponibles gratuitement. Elles peuvent être commandées par téléphone et peuvent être commandées en français et en anglais. Donc, je trouvais important de vous présenter ces ressources-là car elles peuvent venir bonifier le contenu de vos ateliers lorsque vous présentez le sujet de la maltraitance envers les personnes aînées devant un groupe de personnes aînées. Donc, est-ce que, en fait, je viens de terminer ici ma présentation pour l'atelier webinaire numéro 3. Est-ce que vous avez des questions concernant les organismes et les ressources présentées? Je vais vous remercier pour votre participation à ce troisième webinaire sur l'abus envers les personnes aînées.